Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Aujourd'hui démarre en commission à l'Assemblée nationale l'examen du projet de budget 2018. Quand on écoute la droite, quand on écoute la gauche, à droite c'est Éric Woerth, pas pour les mêmes raisons, à gauche Michel Sapin, le projet de budget 2018 tel qu'il a été annoncé est jugé injuste car une politique fiscale plus en faveur des plus aisés. Est-ce que c'est une évidence ou est-ce que c'est contestable que le budget, dans sa partie fiscale, penche un peu quand même à droite? Non, mais c'est vrai que le budget est rempli d'ambiguïté, du moins dans sa présentation. Il donne l'impression de piloter ou de vouloir piloter une politique économique qui reste ambiguë, qui sera certes ni de droite ni de gauche, puisque c'était un peu la ligne éditoriale du président, mais qui ne sera ni libérale ni sociale. C'est le risque, ça? C'est un risque. C'est d'autant plus fort comme risque qu'on n'a pas une assemblée nationale qui soit très experte et compétente. C'est pas péjoratif ce que je vais dire. Elle est intéressante, l'Assemblée nationale. Elle représente une grande partie de la société civile, mais elle n'est pas composée de gens qui connaissent bien la mécanique de la loi de finances, notamment. Alors peut-être qu'en commission des finances, on a un certain nombre d'experts qui vont pouvoir faire, mais il faut quand même qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale où puissent s'exprimer les oppositions, et j'ai peur que ce ne soit pas le cas. Les députés font remonter de la base un certain nombre de choses qu'ils écoutent et qu'ils entendent dans leur circonscription, mais ils le font remonter de façon parcellaire, de façon parfois limite un peu démagogique. Ils ne prennent pas de recul, ils ne le remettent pas en cohérence et ils ne remettent pas les choses. Donc on a ni libéral ni social, parce qu'on a le sentiment que la jambe droite du gouvernement est plus musclée que la jambe gauche. Non, les deux plateaux sont à peu près, oui, ils sont à peu près à la même hauteur et très bas. Il n'est pas libéral, il est libéral. Évidemment, vous avez dans la loi de finances et dans la politique qui a été faite jusqu'à maintenant des mesures qui sont très intéressantes et très libérales, c'est-à-dire la loi de travail, la ligne globale de baisse du capital pour restaurer la compétitivité des entreprises, sur l'impôt sur le capital, pour restaurer la compétitivité, l'ISF et la taxe flat. Ça, ok. Mais derrière ça, vous avez des choses qui sont moins libérales que ça. Les positions qu'on a prises sur les chantiers navals, par exemple, au début, on montre au début, Alstom, oui, mais la prise de position qu'il prend sur un certain nombre d'entreprises prouve que l'État étatique, colbertiste, Jupiter, il est toujours là, quoi. Donc ça, c'est pas forcément. Voilà. C'est pas tellement libéral. Et je dois dire qu'au niveau de ce que vous appelez la jambe gauche, elle est très voulue par les libéraux. Parce que les libéraux, on a souvent assimilé le libéralisme en France comme quelque chose de très conservateur, très réactionnaire, très pro-marché, très financier, très capitaliste, un truc pour les riches, oui. Mais le vrai libéralisme, pardonnez-moi, je vais pas prendre ma casquette de prof d'économie que j'ai été, mais le vrai libéralisme fonctionne sur les deux jambes. Il ne peut fonctionner que s'il y a une performance économique et s'il y a un climat social favorable. On ne fait pas de la performance économique pour le plaisir d'accumuler des dividendes. On fait de la performance économique pour que ça profite à tout le monde. Donc et il faut rectifier le tir. Oui, bien sûr. Il va falloir rectifier le tir en termes de discours, en termes de pédagogie, en termes de sensibilité. Donc c'est pas sur le fond, c'est sur la forme. C'est beaucoup sur la forme. Bien sûr, beaucoup sur la forme. Parce que sur le fond, théoriquement, les mesures qui sont faites doivent permettre de restaurer la compétitivité. Restaurer la compétitivité, c'est créer des emplois. Le cancer de ce pays, le drame de ce pays, c'est d'avoir 10% de chômage. Nous sommes le pays en Europe. Mais vous comprenez que les Français, ce ne soit pas évident pour eux que quand on leur dit l'ISF est divisé, enfin le rendement de l'ISF est divisé par 5, et en même temps on augmente la CSG, ils ne voient pas bien. Une bonne politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, doit profiter à tout le monde. Lorsque vous faites la promotion de l'innovation ne fonctionne que si ça profite à tout le monde. Pourquoi les innovations, quand les innovations marchent, pourquoi marchent-elles? Parce que tout le monde s'en empare. Pourquoi l'Internet a marché? C'est quand même une innovation d'entrepreneurs qui font du fric quand même avec. Eh bien, ça marche parce que tout le monde en profite, tout le monde en a de bénéfices. Pourquoi la machine à vapeur, ça a fonctionné? Pourquoi l'automobile, ça a fonctionné? Pourquoi la télévision? Quel rapport avec la fiscalité? Le rapport avec la fiscalité, c'est que la fiscalité doit être un mécanisme qui permette de financer le service public dans la définition, et le fonctionnement de l'État. Et là, il y a un problème, c'est qu'on est en train de modifier la fiscalité sans expliquer
de façon très précise la réforme de l'État que l'on va faire. On est en train de réformer l'État. La réforme de l'État, pour l'instant, elle est dans les limbes. Elle est complètement dans les limbes. Or, c'est bien de ça dont on a besoin. Nos fonctionnaires qui sont Et en pas train... tous les chantiers, Jean-Marc, en même temps. Déjà, c'est compliqué. Il faudrait avoir des lignes stratégiques. On a une ligne stratégique sur l'Europe. On a une ligne stratégique sur la compétitivité, sur la restauration. Juste, pardon, je coupe. On voit Bruno Le Maire qui est juste là. Il affirme, Urbi et Orbi, il le répète tout le temps, c'est pas un cadeau fait pour les riches, la baisse de l'ISF. L'objectif, c'est de réinjecter du capital dans l'économie française qui a besoin de mieux se financer. Mais évidemment, évidemment. Vous comprenez que pour le commun des mortels, ça paraît pas évident. Mais c'est pour éviter que ce capital se barre à l'étranger, parte à Bruxelles ou à Genève, comme il l'a fait pendant 20 ans. C'est pas possible. Et donc, s'il reste en France, il y aura plus de consommation, s'il plus reste en d'investissement. France, il faut faire en sorte que ce capital soit réinvesti dans les entreprises, en actifs de production, en recherche, en innovation. Personne ne sait comment cet argent sera réinvesti. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il peut s'acheter des voitures de sport. Et alors, s'il achète des voitures de sport, il le réinjecte dans l'économie. Pas produites en France, les voitures de sport, vous le savez. Peut-être qu'il faudrait qu'elles soient produites en France. On a un problème de compétitivité coût, mais un problème de compétitivité hors coût. Donc il nous faut inventer, innover, avoir des produits, avoir des... Et nous n'avons pas forcément bien la politique industrielle ou la politique économique, on ne la voit pas très clairement, mais il faut qu'on lui en donne les moyens. On a un problème d'investissement de ce côté-là. Le Premier ministre Édouard Philippe était encore hier matin sur Europe 1. Il l'a dit, que les plus riches arrêtent de partir en recentrant l'ISF sur l'immobilier. On peut y croire, ça, ou c'est un vœu pieux ? Écoutez, l'erreur, je crois, avec cette histoire d'ISF, c'est de ne pas l'avoir supprimé complètement. Oui. Bon, il aurait fallu aller plus loin encore. Et tout. Vous me direz, ça rapportait 4,5 milliards ou 5 milliards, en gros, ça va en rapporter moins de 1. On sera sur 800 millions d'euros. Ça risque d'ailleurs de rapporter moins d'argent que ça n'en coûtera pour... Mais c'est les petits ISF qui vont payer. Alors les classes moyennes qui sont propriétaires effectivement de leur appartement, ça vous gêne ou de leur maison, bien sûr que ça me gêne, bien sûr, évidemment, ça me gêne. Même l'accès à la propriété me gêne parce que c'est assez contradictoire. D'un côté, on essaie de faire la promotion du logement et de l'accès à la propriété, et puis de l'autre, on va taxer cette propriété immobilière. Ce qui peut paraître dérangeant, c'est de voir que ce sont effectivement les petits ISF qui vont payer la note aujourd'hui. Oui, enfin, j'espère que la résidence principale sera exclue de l'assise de l'ISF, mais c'est pas sûr. Non, on aura juste l'abattement de 30%. Je vois pas. Bon, de toute façon, il y a un problème sur la politique du logement. Donc les plus riches, ils vont arrêter de partir ou pas avec cette mesure ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, en revanche, c'est que nous sommes aujourd'hui à la veille de l'ouverture d'une vague de succession, notamment dans les PME familiales, les petites ETI, parce qu'il y a un problème d'âge des créateurs ou des animateurs, et que si ce problème de succession ne peut pas se passer correctement, sans trop de pénalités... Quel rapport avec l'ISF qu'on explique bien ? Eh bien, c'est que les héritiers de ces PME vont se retrouver avec de facto de l'argent qu'ils investiront où ils pourront. S'ils peuvent l'investir dans l'industrie en actions, c'est très bien, puisqu'ils seront exonérés. S'ils ne peuvent pas le faire, ils le feront en immobilier et là, ils seront tapés. Et ils risquent de prendre le chemin de Bruxelles ou comme leurs aînés. Oui, encore une fois, comment est-ce qu'on fait ? On ne pourra jamais s'assurer que cet argent qui n'est pas rendu, mais qui n'est pas décaissé par les plus aisés, par les plus fortunés, cet argent va bien s'investir en France, dans les TPE, dans les PME. On ne le sait pas. Ben non, on ne le sait pas. Voilà, c'est un pari. On ne le sait pas. On est dans le pari, mais vous savez, le principal concurrent de cet investissement industriel qu'on souhaite, c'est l'État. Hein. C'est l'État qui pompe l'essentiel de l'épargne et l'essentiel de l'argent sous forme d'assurance vie et de bons du Trésor. Et de fonds en euros. Et de fonds en euros. Donc si l'État a moins besoin d'argent demain, eh bien, cet argent, il faudra bien qu'il s'investisse quelque part. Il s'investira forcément dans des obligations d'entreprise plutôt que dans des obligations d'État. Et pour que l'État ait moins besoin d'argent, il faut que l'État se mette à dépenser moins. Ouais, mais là, on y est pas. C'est pas un chantier qui est ouvert. Eh bien, on revient sur la réforme de l'État, sur l'efficacité de l'État. On attend de voir. Dont je vous parlais à l'instant. Bon. Pour clore le sujet, vous comprenez en tout cas que quand d'un côté on dit qu'on baisse l'ISF et de l'autre on augmente la CSG, vous comprenez que ça donne le sentiment dans l'opinion publique, on aura sûrement des sondages dans les prochains jours, d'un
projet de budget, encore une fois, Oui, qui est déséquilibré et qui est injuste. Oui, mais parce qu'on n'a pas fondamentalement expliqué que la restauration de la compétitivité, ça pouvait profiter à tout le monde. On n'a pas apporté la preuve de ça par l'explication et par la pédagogie. Alors on a essayé de compenser ces effets-là par du bricolage, des gadgets. Alors là, on est vachement content parce qu'on va réussir à taxer une dizaine de yachts de plus de 40 Il ne mètres. fallait pas laisser justement les biens de luxe dans l'assiette de l'ISF. Ça aurait été plus simple de faire ça quand Mais on oui, réfléchit. enfin, vous savez très bien qu'on ne peut pas les définir, les biens de luxe. Non, il fallait supprimer totalement l'ISF. Voilà. Et il n'y a pas eu le courage politique pour ça. Quand on voit déjà le crois barouf, qu'il n'a pas osé quand on voit le barouf déjà aller avec jusque-là, l'impôt sur la fortune immobilière, Il on n'a se dit pas que osé aller jusque-là. Peut-être qu'il y a dans l'idée derrière tout de le ça faire en 2 temps. qu'on a un surinvestissement immobilier. Peut-être qu'on a un surinvestissement immobilier. Et peut-être qu'il a dans l'idée de décourager un peu l'investissement immobilier. Et c'est vrai que ça peut décourager l'investissement immobilier si l'investissement industriel devient plus rentable. L'avenir nous le dira et on sera là pour en reparler, notamment ensemble, hein Jean-Marc? Absolument. Jean-Marc Sylvestre était Merci, donc avec votre plaisir. invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview. Merci.